Merci beaucoup à Fabienne Serina-Karski et Séverine Parer, à Augustin Mutual, le doyen de la faculté, qui ont dirigé cette publication. Un grand merci au nom de toute la communauté universitaire. Je suis fier de ce livre qui réunit des forces vives de la maison, des forces assez diverses de différentes maisons. La faculté de théologie est présente aussi ce soir. La plupart sont enseignants, mais pas tous les contributeurs, ce qui nous donne à voir un visage à la fois composite et unifié. Et je crois que ce projet, cette réalisation est bien à l'image de ce que nous cherchons à faire ici, faire dialoguer les profils divers, les disciplines, les singularités de chacun, pour tâcher de servir les hommes et les femmes que nous voulons aider à grandir et à être libres, c'est-à-dire à être vraiment eux-mêmes. Et c'est bien cela le propos de l'éducateur. Ce livre insiste, à travers la diversité de ses chapitres et de ses articles, vous le verrez, sur le fait que la transmission de la connaissance, vitale tant à l'échelle de chacun qu'à celle de la société, ne doit jamais se faire sans une prise en compte de la personne humaine tout entière. J'aimerais présenter cette collection en disant que cette collection, toute collection a un récit. Donc un récit anecdotique, et les récits anecdotiques de cette collection, c'est dans la salle 005, je pense, où les doctorants se réunissaient, qui est aussi mon bureau en même temps. Et donc nous étions avec Séverine Parer, donc deux grands bavards. Donc on était en train de, à chaque fois on s'est rencontrés, on voulait changer le monde, on discutait tout le temps des heures et des heures. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a parlé de nos engagements respectifs sur des revues scientifiques. Et donc, on était par ailleurs, on était engagés par ailleurs. Et puis, je lui ai proposé en disant, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose chez nous et qu'au lieu de nous donner toujours dans d'autres revues, et pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas un temps, ce temps qu'on donne aux autres revues, de créer quelque chose dans la faculté, donc à l'ISP, faculté d'éducation. Nous avons discuté et on s'est dit, on lance quelque chose qui n'est pas, on va pas vers la revue, puisqu'il y a une revue transversalité, on va lancer un ouvrage et puis on se dit, bon, tiens, pourquoi pas une vraie collection. Pour vous présenter rapidement l'histoire de cet ouvrage, je dois commencer par vous dire que cet ouvrage est un acte politique. Dire qu'il y a quelques années, il est devenu nécessaire de refonder l'ISP Faculté d'éducation. Pour cette refondation, il y a trois principes qui se sont imposés à nous. Le premier principe, c'est que le salut vient d'en haut, donc on refonde une faculté par la recherche, voilà. Et notamment par son doctorat. Les doctorants, deuxième principe, on refonde une faculté dans la fidélité à sa tradition. Et donc, ce qu'il a fallu faire, c'est renouer avec la grande tradition de l'ISP et la présence parmi nous de Madame le doyen Chantal Pézan, de l'incontournable professeur Britt-Marie Barthes, grande figure de la maison également, en sont le signe. Et le troisième principe, c'est qu'il fallait partir des questions fondamentales qui intéressaient l'ICP. Donc les questions d'éducation, d'enseignement supérieur, dans un contexte catholique. J'ai été sollicitée pour participer à la collection et puis à la coordination de cet ouvrage. Et effectivement, la thématique, je m'en suis saisie en travaillant l'argumentaire avec mes collègues, mais aussi en apportant les recherches que je pouvais de mon côté avoir fait et que je continue à faire autour du bien-être et d'une éducation entendue dans sa complexité. Et ce qui m'a intéressée vraiment dans la conception de cet ouvrage, c'est de pouvoir retrouver ce qui avait été mis en place sur le terrain par mes collègues précédemment, dans le cadre du séminaire doctoral et de la journée d'études
de la journée d'études, pardon, et de pouvoir considérer qu'il y aurait une partie qui serait consacrée au travail des doctorants. Donc la structure de l'ouvrage s'est faite assez facilement de ce point de vue-là. Une première partie avec les contributions des collègues de l'ICP et au-delà, et puis une deuxième partie avec les jeunes chercheurs qui participaient par leur contribution à penser l'éducation au devenir humain. Effectivement, la structure de l'ouvrage, alors il y a eu un premier ouvrage avant celui-ci, dont le titre était de la pédagogie universitaire inclusive, l'université et le handicap. Et il y a toujours une même structure dans la collection. Il y a les 2 points que tu as soulignés, c'est-à-dire le fil conducteur qui est très important pour nous parce que c'est un article qui est écrit sur la base d'entretien, et ça c'est tout à fait intéressant à faire, y compris pour l'auteur qui écrit, puisque Brigitte Solvay a écrit sur la base des questions qu'on lui posait au cours des entretiens qu'on faisait avec elle. Donc ça c'est très intéressant. Et je pense que c'est assez inédit dans ce genre de collection. Et puis, il y a la contribution des doctorants. Donc, préparez-vous. J'espère que le prochain va bientôt arriver et que vous, doctorants, regardez quand on vous envoie les argumentaires pour venir participer. Et là, il y a un vrai travail d'écriture qu'on mène avec les doctorants au sein du cycle d'études doctorales. Et c'est aussi leur apprendre à écrire un article dans ce genre d'ouvrage collectif qui n'est pas l'article. Le même article que dans... Je me suis retrouvé donc rue de l'Abbaye, dans un endroit que j'avais fréquenté quelques décennies auparavant d'ailleurs, dans la salle bureau du professeur Augustin Mutualet, dans des salles diverses et variées. Et le premier élément fondamental, c'est qu'elle existait incontestablement, cette communauté inclusive, c'est-à-dire elle accueillait... toutes sortes de personnes, d'anciens doyens, donc des professeurs, des personnes qui avaient publié toutes sortes de textes, des gens qui avaient 25 ou 30 ans, et tout ce monde-là était présent et ça formait une véritable communauté. Un petit récit en 3 temps. Le premier temps, je l'appelle initiation. J'arrive en tant que doctorante dans la faculté d'éducation, j'en étais au début de la 3e année de ma thèse. Une thèse commencée dans la faculté des sciences sociales et économiques sous la direction de Jacques Arène, professeur en psychologie, psychothérapeute, psychanalyste, portant sur la question de groupes de partage de lecture biblique comme lieu possible, comme creuset possible d'un processus de développement humain et spirituel, individuel et collectif. Bien. Initiation à la notion de communauté inclusive selon Augustin Mutualet. Cela ne consiste pas simplement à accueillir l'ouvrier de la 11e heure, l'étudiante avec un parcours atypique et un sujet, un objet, groupe biblique absolument inconnu dans la sphère des sciences de l'éducation. Cela n'a pas consisté, en ce cas précis, à répondre à un appel. Que pouvons-nous faire pour vous, Madame Pézan? Non. D'entrée de jeu, l'appel adressé à celui qui arrive d'être contributeur. Ce qui m'intéresse, m'a dit Augustin Mutualet, c'est ce que votre sujet peut apporter à notre réflexion en éducation dans cette faculté et à son projet facultaire. La contribution que j'ai faite dans le livre, j'ai voulu dire une chose, c'est qu'il me paraissait que la philosophie de l'humanisme intégral qui a profondément marqué le catholicisme tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui et qui continue à marquer la pensée de l'Église m'apparaissait avoir produit énormément de fécondité intellectuelle et pratique, notamment dans le domaine de l'éducation, mais qu'aujourd'hui la nouvelle donne culturelle, qu'on l'appelle postmoderne ou moderne, la donne culturelle d'aujourd'hui était au moins un caillou dans la chaussure de cet humanisme intégral,
et que cette nouvelle donne culturelle qui est caractérisée pour moi par, alors on peut faire en faisant vite, par l'individu et non pas les collectifs, par le pluralisme radical des manières de vivre, des manières de penser, et qui n'est pas seulement la simple diversité, mais qui est le pluralisme. La nouvelle donne culturelle qui est marquée par une philosophie libérale largement partagée, au sens où c'est la liberté première de l'individu qui compte, d'une culture qui est marquée par la mondialisation et donc par une temporalité qui est celle de l'immédiat. Tout est immédiatement vécu à travers le monde au même moment. Bref, cette nouvelle culture prend à rebours tout ce que, au fond, toute la culture dans laquelle l'humanisme intégral avait été possible, dans laquelle on avait pensé cet humanisme intégral. Parce que l'humanisme intégral, c'est pensé dans une culture encore très unitive, où il est évident qu'on a un pluralisme maîtrisé, ou une diversité maîtrisée, mais pas encore un pluralisme radical agressif. L'humanisme intégral est pensé encore dans un personnalisme chrétien, où la personne est toujours pensée en lien avec la communauté. Toutes choses qui sont aujourd'hui mises en cause dans la nouvelle donne culturelle. Donc, on a tous l'expérience d'une société dans laquelle l'idée de collectif est cassée, hein, et dans laquelle il y a un sentiment de méconfiance qui règne, et dans lequel on pense que la coexistence est basée sur la somme des intérêts individuels. Dans ce contexte-là, penser à une éducation intégrale pour devenir humaine n'est pas une tâche banale. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est être humain. On peut dire que bon, c'est donner à quelqu'un des valeurs basiques pour coexister avec les autres et qu'il a une certaine qualité humaine. Qu'est-ce que c'est ça? Ça demande une profondeur. Donc, dans ce contexte-là, moi, je me donne comme tâche de faire les liens entre ce qu'était ma recherche de doctorat à l'époque. J'ai travaillé sur les éthiques du cœur, des éthiques qui sont basées sur une idée pas universelle de l'éthique, sinon surtout une éthique contextualisée qui nous permet de tenir en compte l'individu en tant que tel. Si vous voulez, mais 4 idées très rapidement pour introduire quel était le fil d'Ariane de mon propos. Le premier, c'est que le droit façonne nos vies. Alors, il y a un temps, quand j'ai commencé mes études il y a plus de 30 ans, il y a un temps où il y avait on l'appelait le doyen Carbonnier, d'ailleurs il vivait là, rue d'Assas. Il était juriste dans l'université à côté. Et il avait prononcé cette phrase célèbre chez les juristes. Il disait « Les gens heureux vivent comme si le droit n'existait pas ». Alors maintenant, cette phrase n'est plus valable, parce que j'espère qu'on peut être heureux, parce qu'il est devenu vraiment impossible de vivre comme si le droit n'existait pas. Alors on l'a vu durant la dernière pandémie, à quel point le droit fascinait nos vies, nous interdisait, nous autorisait de pratiquer le culte, de marcher, de sortir, et même souvenez-vous, c'est un vieux cauchemar, mais il existait même d'enterrer nos morts, hein. On était arrivé à ça. Ça, c'était la première idée. Donc, on ne peut plus vivre comme si le droit n'existait pas. Deuxième idée, très rapidement, qui est aussi le fil d'Ariane. J'ai parlé, là, puisqu'on est en dialogue, j'ai vérifié mes sources, et donc François Mogg m'a bien confirmé. Je me suis inspiré de son livre sur l'éducation intégrale, la théologie comme un opérateur du travail de la foi. Donc, je rends la théologie comme opérateur du travail de la foi, donc je rends l'expression à François Mogg. Moi, je me suis inspiré de la théologie des pratiques éducatives. Et mon exposé, très clairement, il n'est pas très explicitement basé sur la théologie, mais il l'est implicitement, et il est implicitement à dessein, simplement pour toucher un public plus large, parce que je pense que l'Église, comme la théologie, ont toujours rendu et doivent continuer à rendre des services au monde, et donc il ne veut pas simplement parler aux catholiques, mais en tout cas le fil d'Ariane est clairement celui-là. Troisième idée, c'est que le fondement philosophique et théologique de mon propos, il est extrêmement clair, c'est que il y a deux façons de voir l'éducation en droit. La façon retenue, elle est conforme, je pense, à celle que vous développez à la faculté d'éducation. C'est développer les talents de chacun au service du bien commun. Alors, l'article que j'ai écrit porte sur la nécessité d'instaurer une équité dans le domaine de l'éducation, ce qu'on appelle une justice éducative. Et bien entendu, tout le monde se pose la question de savoir ce qu'est exactement cette équité. Elle est définie très simplement, c'est la capacité des systèmes éducatifs de compenser
ceux qui sont originaires des milieux les plus défavorisés dans chaque pays. Oui, je suis une Européenne de l'Antiquité à nos jours, puisque ma thèse a commencé par le mythe d'Europe ou Europe et l'Europe, et que suite à cela, avec l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, on a pu publier une série de colloques sur même l'Europe difficile, dont on parlait tout à l'heure, de Bino Olivi, et ses prolongements actuels. Donc c'est une question qui m'intéressait parce que Erasme, je dois l'avouer, est considéré comme le prince des humanistes, mais aussi comme un modèle. Et je suis partie du retour d'expérience d'Erasme, qui, je vous le rappelle, pourtant a vécu de 1469 à 1536, mais qui déjà était considéré par le syndic de la Sorbonne, Noël Bédard, 1526, comme le prince des humanistes. Eh bien, c'est un exemple d'un homme qui, au fond, a connu un destin très négatif, et on peut dire cruel à sa naissance. Il n'a pas de nom, il se fait appeler Désiré, c'est tout dire. Il est orphelin batave, comme on disait, c'est-à-dire hollandais. Bon. Et il va passer près de 33 ans de sa vie à rechercher son identité personnelle et ses origines. Donc c'est un jeune en difficulté. C'est cela qui est intéressant. Chers mesdames et messieurs qui êtes intervenus à cette table ronde, en guise de conclusion, je pense que cet ouvrage nous indique au moins 2 pistes générales à poursuivre pour l'avenir. 2 pistes qui nous permettront de cultiver une synodalité intellectuelle au sein de notre institution académique. Premièrement, cette publication nous invite à implémenter une méthode interdisciplinaire dans les recherches de notre institution. Elle nous encourage à produire des travaux de recherche interfacultaires, comme communauté de recherche et un réseau avec ceux et celles qui travaillent sur le terrain, en particulier les associations éducatives et d'autres institutions spécialisées. En deuxième lieu, je pense que cet ouvrage nous situe dans un processus continu de réflexion sur la responsabilité éducative de chacune et chacun d'entre nous, à la manière et dans le contexte qui lui est propre, pour construire des individus et des sociétés plus justes, plus fraternelles et plus conscientes de l'inestimable richesse du devenir de leur identité personnelle. Je vous remercie.